Bonsoir et bienvenue pour un nouveau live des vignerons indépendants de Champagne. Donc j'ai le plaisir d'échanger ce soir avec Florence qui va se connecter dans quelques instants. Voilà, donc je vous attends également. Donc ce soir nous allons du côté, pas mal de gens arrivent. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, ça se connecte, hein. Je vais attendre Florence. Florence Marcoux. Ce soir, nous avons le grand privilège d'être à Barbonne-Fayel, dans la côte de Cézanne. Voilà. La voici, la voilà, dans quelques instants. Donc nous sommes dans la côte de Cézanne. Alors, Florence se connecte. On y arrive. Allô Florence, est-ce que tu me reçois? Alors, Florence va se connecter, je pense, dans quelques instants. Donc ce soir, nous partons dans la côte de Cézanne, en plein cœur de la côte de Cézanne, ou le Cézannais. Donc cette belle région en forme de S allongé comme ça. Et Barbonne-Fayel se trouve en plein milieu, en plein centre de ce S allongé. Alors, on réessaye avec Florence. Voilà. Qui va arriver. Salut Ludo. Bienvenue dans la côte de Cézanne aujourd'hui. Bonsoir Marielle également. Alors Florence va se connecter, hein. Je l'attends d'un moment à l'autre. Donc ce soir, la côte de Cézanne est à l'honneur avec Florence Marcoux du Champagne à Vitis Cézaniensis. Voilà, Ludo, je vois que tu connais bien ton histoire, hein. Et la Vitis, voilà, qui a 58 millions d'années, hein, notre ancêtre de la vigne, hein. Non fructifère malheureusement, mais elle a été trouvée juste au nord-est de Cézanne, dans ce qu'on appelle une eau calcaire putréfiée, hein. Ah, je suis là. Alors il faudrait, Florence, que tu te déconnectes et que je te reprenne dans le live, si possible. Alors, je t'ai envoyé également. Alors, Florence, il faudra que tu te déconnectes et tu te reconnectes sur le live pour que je puisse de nouveau t'accepter. En fait, j'ai fait 3 fois, mais ça va arriver, hein. Donc, beaucoup de choses à dire, notamment sur Barbonne-Fayel. Vous allez voir, Barbonne recèle quelques petits secrets, hein. Voilà. Donc, je reconnecte avec Florence, qui, je pense, va apparaître par miracle, hein. Donc, Florence, voilà, qui arrive. Coucou Florence. Salut, bonjour. Voilà, ça y est, nous sommes connectés. Ça fait un bout de temps que je suis là, mais ça marchait pas bien. Et voilà, non mais on y arrive toujours, hein, mais bah écoute, je te vois bien, je t'entends bien, donc je pense que les personnes qui nous ont rejoints t'entendent bien et te voient bien également. Et moi j'ai l'impression d'avoir pris des couleurs par rapport à toi, ou alors je suis trop dans la lumière, je vais un peu baisser. Non, non, mais J'ai pas beaucoup de tu es très lumière. bien, mais c'est moi, j'ai l'impression d'avoir mis du fond de teint, en fait, c'est pas vrai, je vous rassure, hein. J'ai juste, j'ai juste bu un peu de champagne aujourd'hui, c'est tout. Ok, ben bonjour Florence. Donc, Bonjour. Florence Marcoux, donc du Champagne éponyme, nous sommes à Barbonne-Fayel, en plein centre de la côte de Cézanne, du Cézannais, hein, cette vaste bande en forme de S qui suit le prolongement de la côte des Blancs, mais qui a sa propre particularité. Et bien écoute, Florence, je te propose, puisque nous avons déjà pas mal de personnes qui nous ont rejointes, eh bien nous raconter un peu l'histoire du domaine, s'il te plaît. Alors, donc, nous, c'est un domaine familial qui a été fondé en 1940. Alors, ça a été par le grand-père à Julien, donc Michel. Ensuite, Francis a repris, et puis Julien. Voilà.
Donc Julien qui est, rappelle-nous, Et ben, qui est mon mari. voilà, Et donc, c'est donc le troisième génération de viticulteurs, de ok. vignerons. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un peu le domaine viticole? Mais il n'y a pas que le domaine viticole, je crois, hein. Non, alors on est agriculteur aussi à côté, parce que dans ces années, historiquement, il y a beaucoup de champs. Donc on fait aussi l'agriculture à côté des vignes, quoi. Euh, donc voilà. Ok, donc alors je crois de mémoire hein, que la famille au départ a démarré la viticulture, avait déjà une activité agricole qui a bien sûr été relayée par beaucoup plus de viticoles. Et aujourd'hui, donc le domaine du Champagne-Marcoux, ça s'étend où? Uniquement sur Barbonne ou ailleurs également? Alors, oui, on est historiquement beaucoup sur Narbonne, mais on en a aussi dans le Tria et dans la Côte des Bains. Tout simplement parce que historiquement, avec le phylloxéra, donc ils ont arrêté la vigne dans ces années. Donc le temps qu'on se réveille un petit peu dans le coin, les vignes étaient massivement prises par les personnes d'Épernay. Voilà. Donc on a été obligé d'aller un petit peu plus loin pour réussir à avoir un petit peu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'exploitations dans ces années qui ont des vignes dans l'Aube et dans le Vitre. Et c'est intéressant parce que ça fait plusieurs terroirs. C'est un petit peu plus fastidieux à travailler avec la distance, mais c'est vraiment intéressant. Vitria fait des très beaux chardonnays et l'Aube, on a des beaux pinots, quoi. Alors, je crois que vous êtes donc une majorité en chardonnay sur le domaine, à peu près 60%, hein, c'est ça? Ouais, ouais. Ouais. Donc, bien sûr, on va parler de la gamme tout à l'heure, hein. Mais je crois que ça se ressent dans la gamme où il y a pas mal de gammes, enfin, pas mal de cuvées où vous avez une majorité chardonnay dans l'assemblage. C'est pour vous une volonté de marquer un peu le territoire? Oui, bah, on aime beaucoup travailler les chardonnays. On a un beau terroir à chardonnay ici dans ces années. Bon, je pense que tu vas revenir un peu plus en détail sur le terroir que tu connais très bien. Et dans le Vitria, on a aussi des très beaux chardonnays qui s'expriment différemment, du coup, mais qui sont vraiment intéressants. Ok. Alors, donc aujourd'hui, je crois que vous êtes certifié HVE et VDC. Ouais. Donc c'est Julien qui travaille à la vigne et je crois que depuis qu'il est arrivé, donc il travaille un peu sur bien sûr la vigne, mais éventuellement le côté un peu plus parcellaire, notamment dans le travail, dans la vinification. Oui, alors ça fait quelques années, enfin plusieurs années maintenant qu'on travaille des cuvées en parcellaire, parce que dans ces années, donc on a la chance de travailler des grandes parcelles, donc c'est plutôt facile. Donc on a fait 3 cuvées en parcellaire, avec des raisins du coup issus que d'un seul et unique nouveau terroir, petit terroir, quoi. Donc Euh, l'avantage c'est qu'on a vraiment enfin, des vins exclusivement de ces parcelles-là, avec la typicité de cette parcelle. Même si c'est proche, on voit vraiment des différences au niveau des raisins suivant là où ça se situe, quoi. ok. Alors nous avons quelques demandes pour soit que tu approches un peu ton téléphone ou soit que tu parles plus fort, Ah, pardon. comme tu veux. Voilà. Oui, hein. Là, c'est vraiment tout près. Je vais parler un peu plus fort, du coup, je pense. Ok, alors moi j'ai déjà visité la maison, hein, c'est impressionnant parce que vous avez à la fois, vous travaillez sur des contenants de vinification qui sont quand même hyper éclectiques. Donc vous travaillez à la fois sur les cuves, le fût. Enfin, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Oui, alors, historiquement, on a beaucoup travaillé sur de la cuve inox thermorégulée, donc on a un peu tous les formats. On a des grosses cuves, notamment pour l'assemblage, on a des petites cuves, parce que l'idée au vendange, c'est vraiment de tout séparer pour avoir au moment de l'assemblage plein de choses intéressantes pour nos assemblages, quoi. Et après, donc on travaille aussi le fût depuis plusieurs années. Euh, Là, on a récemment une cuve bois inox, hein. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et un foudre qu'on a rentré. Et là, on a fait couper récemment des chênes, enfin, un chêne dans la forêt de la Traconne.
qui est juste donc à 8 km d'ici. Et on est en train de faire sécher le bois à Tonnerie de Champagne pour à terme faire nos fûts avec le bois local sélectionné par nos soins. Donc ça, c'est Magnifique. intéressant. Bon, c'est vrai que ces notions de travailler sous bois avec les forêts locales, hein, ça se développe bien et je trouve ça vraiment top, hein. Mais je crois également qu'il y a une cuvée parcellaire qui travaillait dans un bois un peu particulier, me Oui, semble-t-il. on fait de la cassia aussi. On avait découvert ça pendant un voyage à Bordeaux, parce qu'on aime bien voyager dans les vignobles. Et donc, du coup, on avait découvert cette essence de bois-là il y a peut-être 12 ans maintenant. Et donc, on avait décidé d'essayer de faire une cuvée avec nos champagnes, avec cette essence de bois qui, à l'époque, était très peu répandue. Et c'était vraiment pas facile de trouver des chênes en fût d'acacia, enfin, en acacia, quoi. Pas des, pardon, des tonneaux en acacia. Donc, Ah, on a mis un 100% pinot noir, un blanc de noir en fût d'acacia. Donc ça, c'est quelque chose qui se faisait peu, mais ça fait une cuvée vraiment, vraiment très atypique et très sympa. Ça permet ça s'exprime. oui, tout à fait. Et, j'ai eu l'occasion de déguster déjà cette cuvée. Et on a vraiment quelque chose d'autre, hein, qui s'exprime, hein, dans l'acacia, hein, par rapport au chêne. Et c'est vraiment hyper intéressant, hein. Il y a un côté à la fois délicat et à la fois euh, et à la fois un côté presque un peu mellifère, hein, qui s'exprime. Je trouve que ça donne vraiment une nuance très intéressante qu'on ne trouve pas ailleurs. Et, Ouais. euh, et, euh, et c'est vraiment vraiment intéressant pour celles et ceux qui veulent découvrir, hein. Moi, c'était ma première cuvée de champagne issue de bois d'acacia. Et j'encourage celles et ceux qui nous regardent à aller faire un tour du côté de Barbonne-Fayel, hein, pour découvrir cette belle cuvée parcellaire en plus. Vous avez la parcelle et vous avez le bois d'acacia. Hein, c'est vraiment très intéressant. Hein. Et là, pour la petite anecdote, on a pareil, on a fait couper on a été choisir un arbre, enfin un acacia dans les Vosges, là, cette fois-ci. Et on a un vendangeur qui est chez nous depuis, je sais plus que j'allais pas dire de bêtises, 30 ans, je pense. Euh, enfin, qui habite juste à côté. Et donc, on a coupé récemment l'acacia pour faire pareil qu'avec le chêne. On va le faire sécher et faire nos fûts d'acacia avec du bois sélectionné. Alors, moins localement, du coup, mais en tout cas en France et par nos soins, quoi. Donc, ça, c'est un Ouais, non, mais projet. c'est super intéressant, hein. Et cette cuvée-là, l'avantage, c'est que l'acacia a la faculté de tendre un petit peu le pinot qui est par nature un petit peu plus lourd, très rond. Et l'acacia allège énormément le vin. Et donc, ça fait une cuvée qui est, enfin, qui est en plus en extra brut, presque brut nature. Ça fait une cuvée vraiment très légère, très agréable. On est beaucoup sur des notes de fleurs, avec un pinot qui est du coup très fin, très léger. Hmm. Le devis qu'elle nous fait part effectivement de, de, de la fleur d'acacia, hein, notamment, hein, effectivement, qui a un côté très mellifère. Et d'ailleurs, lorsqu'on déguste les chardonnays, hein, au départ, nous sommes sur la fleur d'acacia et on développe le côté mellifère, hein, le miel d'acacia à l'évolution, hein. Ouais. Et ce miel d'acacia, on pense au pinot noir qui peut développer le chèvrefeuille sur les terrains calcaires notamment, et qui vont comme ça également développer des miels à l'évolution du vin qui sont très gourmands, hein. Et c'est vrai que c'est intéressant, hein, de voir l'évolution de ces vins-là, hein. Et notamment sur les pinots noirs, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion d'avoir des notes mellifères comme ça, très très délicates, hein, sur les pinots noirs, hein, où habituellement c'est des miels quand même assez riches, hein, qui s'expriment dans les pinots. Et c'est vraiment très intéressant. On va Et pour sur la du gestion, meunier on aussi. fera pas le meunier sur l'exploitation, donc on peut pas, on n'a pas, on fait pas sur du meunier, parce qu'on n'a pas ce cépage-là. Voilà. Oui, ce qui est assez rare, hein, parce que le meunier est quand même un peu présent dans ces années, mais c'est vrai que c'est la patrie du chardonnay également, hein, bien évidemment, et quelques pinots noirs. Petite question. Donc vous faites partie de l'association Secret également. Est-ce que tu peux nous en dire juste un mot, comme ça? En fait, c'est une association qui est vraiment intéressante parce que on est très peu nombreux dans ces années à être récoltants manipulants. Et c'est une association qui réunit plusieurs récoltants manipulants, tous avec une démarche environnementale. Beaucoup sont
conversion bio et où enfin, tous, il me semble presque, sont AGE. Et voilà, on s'est regroupé entre plusieurs vignerons, récoltants, manipulant, pour justement faire connaître cette belle région du Cisalais, qui est encore peu connue en Champagne, quoi. Donc on essaye Ouais, un très bien. peu de découvrir ce terroir, enfin notre terroir, ce secteur, et tous les beaux champagnes qui en découlent, quoi. Très bien. Donc, avant d'aller un peu plus loin sur sur le terroir, juste également pour justement pour découvrir un peu plus la région, donc on peut venir vous voir. Et je crois qu'on peut même également y rester parce que vous avez des gîtes, hein, je crois, hein. Oui, on a deux gîtes dans le village avec une magnifique vue sur les vignes. Donc un gîte de 8 personnes et un gîte de 4 personnes. Donc ça permet voilà, de découvrir un petit peu la région avec un pied à terre, surtout en ce moment en période de Covid, c'est plutôt pratique d'avoir un gîte. Euh, et, euh, et puis ça, bon, voilà, en même temps, on peut venir faire une dégustation au domaine. Enfin, moi en ce moment, là, on peut moins bouger, là, mais ouais, ouais, on a développé un petit peu cette partie touristique pour justement voilà, promouvoir notre secteur du Cézanne et le faire connaître, quoi. Et Bon, pour après. je vous le dis entre nous, hein, les gîtes s'appellent l'effervescence et la cadole. Ouais, C'est c'est quand même ça. pas mal, hein, quand même. On est resté très dans la notion de champagne. Ouais, ouais. Alors, juste un petit mot sur le terroir le finage de Barbonne-Fayel avant que tu nous présentes un peu ta gamme de champagne. Donc, Barbonne-Fayel, pour vous situer, donc nous sommes au sud de la Côte des Blancs, dans la côte de Cézanne, le Cézannais, donc qui forme un S allongé, et en plein centre du S, hein, vous avez Barbonne-Fayel. Et d'ailleurs, quand vous traversez le Cézanais du nord au sud, vous arrivez dans un village, ça fait un coude, hein, et vous êtes à Barbonne, et c'est un village qui est quand même assez étendu, hein. Et le vignoble se trouve généralement au-dessus du village, hein. Euh, et c'est un vignoble un peu particulier. Donc, ce vignoble, c'est à peu près, je me suis mis à peu près 230 hectares, bien sûr répartis majoritairement en chardonnay. Alors, la particularité, et c'est même une particularité du Cézanne, hein, par rapport à l'ensemble de la Champagne, c'est qu'on a pratiquement plus de 80% des vignes à Barbonne qui ont plus de 30 ans. D'ailleurs, la cuvée qu'on va déguster dans quelques minutes, c'est une cuvée dans les vignes quand même, on va dire les plus vieilles ont 60 ans, voire plus, hein. Donc ça, c'est quand même une particularité singulière dans ces années, d'autant plus que le finage, bien sûr, c'est la craie, donc c'est la craie du Campagnen, hein, la craie à Belen-Nitel. La particularité, donc, c'est d'avoir une sur la côte de Cézanne. Si vous regardez une carte de la Champagne, vous allez voir que la côte de Cézanne est un peu plus érodée par rapport au reste de la côte, ce qu'on appelle ça la côte de l'Île-de-France, hein, est un peu plus érodée vers l'ouest. Donc, on a une craie qui est un peu plus fracturée, qui est un peu plus sculptée entre guillemets par l'érosion. Et quand la mer de craie s'est retirée, eh bien, la craie a soit développé, soit s'est fracturée par le gel des gels, soit commencé à développer un petit sol, on appelle ça un paléosol. Et puis ensuite, eh bien, l'érosion des couvertures complémentaires venant cette fois-ci de l'âge tertiaire, on appelle ça l'âge cénozoïque, on commence par ce qu'on appelle le sparnacien, donc ce sont essentiellement des argiles parfois avec des argiles fortes, hein, qui sont vecteurs de source notamment. Donc ça, c'est un peu sur les hauteurs au-dessus du vignoble. Ensuite, on a un petit peu de sable qui viennent du cuisien, mêlé avec un peu d'argile, parfois un peu de gras également. Et puis la particularité, notamment sur Barbonne, c'est de ne pas avoir de lutétien. La mer de lutétien, qui est très spécifique au niveau de la vallée de la Marne, de la vallée de l'Ardre et de Reims, eh bien, n'apparaît pas dans ce secteur, puisqu'ensuite la mer s'est complètement retirée. Et là, nous sommes sur des rivières, des lacs, qui vont amener plutôt des marnes. Et juste au-dessus, on va avoir des calcaires un peu silicifiés. Donc là, nous sommes au Ludien, hein. Et ensuite, donc, des argiles qui vont se mêler avec ces calcaires silicifiés pour évoluer récemment en meulière, en pierre meulière. Donc, certaines d'entre elles ont fortement évolué vers les silex, hein. Et le jeu de l'érosion du quaternaire nous a amené énormément d'éclats de meulière, donc de silex, hein, qui sont riches en oxyde de fer parfois, qui ont dévalé comme ça le coteau, hein,
une fois que ce coteau a été remonté par la tectonique, il y a à peu près 25 millions d'années. Et on va avoir comme ça énormément d'éboulis qui vont se déposer comme ça sur cette craie qui a été donc remodelée, hein. Et donc on va avoir comme ça des sols plus ou moins profonds sur la craie, avec parfois des éboulis sablo-argileux, parfois un peu plus d'argile, parfois avec beaucoup de cailloux de silex, parfois des cailloux de calcaire qui viennent au-dessus et qui vont nourrir, notamment par l'intermédiaire de la pluie, hein, donc qui vont éroder un petit peu ces cailloux et qui vont apporter au sous-sol notamment, et bien à la fois du fer, des manganèses, des oligo-éléments, parfois un peu plus de calcium, de magnésium. Et tout cela va se fixer ou va rentrer dans les fissures de la craie sous-jacente pour apporter beaucoup de nuances. Alors, l'altitude de la vigne à Barbonne-Fayel, hein, c'est de 100 à 180 mètres. Donc, c'est pas très haut en altitude. Par contre, ça suffit, hein, puisque l'érosion a sculpté des lignes de crête hein, qui descendent du plateau vers la plaine. Et le vignoble occupe sur le coteau essentiellement donc les lignes de crête orientées sud-sud-est. Hein. Et ça permet justement d'optimiser l'impact solaire par rapport à cette altitude modérée, on va dire, hein, que l'on trouve sur le vignoble. Donc, ces nuances de sous-sol, le travail des vignerons, ces nuances d'altitude, ces nuances d'éboulis, eh bien, génèrent à la fois des vins qui sont dotés d'une fraîcheur implacable, la fraîcheur crayeuse, la fraîcheur des sables, éventuellement la silice qui vient du haut de coteau, et les notes un peu plus argileuses vont faire respirer un petit peu les vins, notamment le chardonnay, qui va y gagner des notes un peu de fruits charnus, de fruits blancs, et à l'évolution des notes un peu d'infusion. Et ça, c'est très intéressant. Et lorsque vous travaillez en fût, eh bien, vous allez faire respirer justement des chardonnays qui sont parfois un peu tendus, hein. Vous allez leur amener un peu de fruits, de gourmandise. Et le fût va concentrer également la fraîcheur pour amener un potentiel de garde. Et ça, c'est très intéressant lorsque vous connaissez vos parcelles comme ça, de savoir un peu comment les vinifier pour leur amener le maximum de quintessence d'expression par rapport au sous-sol et par rapport à, bien sûr, à la gamme de champagne que vous voulez proposer à vos clients. J'espère que j'ai bien parlé de Barbonne. Oui. Bon, après Barbonne-Fayel, pourquoi Barbonne-Fayel? Ben, Fayel, c'était un petit village hein, qui se trouvait au sud de Barbonne. Barbonne s'est appelé Barbonne parce que Thibaut, comte de Champagne, se plaisait bien. Visiblement, l'accueil a été bon. Donc, on a appelé Barbonne. Alors, Barbonne, bon bar. Alors, le bar, c'était pas un bar à champagne, hein. C'est le bar, c'est le sommet, le monticule. Donc, il devait être assez impressionné par le coteau, je pense, déjà à l'époque. Et puis, que vous dire de plus? Eh bien, qu'il y a déjà des habitations néolithiques, puisqu'il y a effectivement sur le lieu dit les Mardelles, à la limite nord-est du Finage, eh bien, un dolmen hein, que l'on a retrouvé, qui date du néolithique et qui nous font penser que des lointains ancêtres travaillaient déjà un peu les silex du coin, qui sont un peu plus célèbres, un peu plus au nord de Barbonne. Mais dans tous les cas, il y a tout ce qu'il faut pour vivre bien à Barbonne, hein. Mais Et c'est Barbonne ça. était une ville au Moyen Âge, il y a encore des restes de fortification dans le village et on a une promenade, donc une rue qui tourne autour du village qui passe au même endroit que ces anciennes fortifications. Et, mais c'était, oui, c'était un des très gros villages de la région, plus gros que Cézanne à l'époque. D'ailleurs, l'église en témoigne, elle est vraiment très grosse pour la taille du village. Oui, puis il y avait quand même des Templiers à l'époque au XIIe siècle, hein. Il y a Oui, encore qui ont développé une commanderie d'ailleurs, hein, qui se trouve, je crois, à l'emplacement de la mairie hein, aujourd'hui, hein. Donc ça reste quand même un vignoble très solaire entre guillemets, hein. oui. On va dire ça comme ça. Je dois passer des questions, mais j'arrive pas. Ah, d'accord. Ouais. Ouais, non, je les vois pas. Je les vois bien. Je pense qu'il y a des questions qui sont passées, mais que Alors moi, je les vois pas tous parce que j'ai le bois est donc obligatoire ou un vrai choix? Une question. non, c'est pas. Non, c'est pas obligatoire. C'est parce qu'on pourrait travailler comme cuve, on l'a longtemps fait d'ailleurs. C'est vraiment un choix. C'est parce que ça nous a plu. D'ailleurs, ça a fait un petit peu de conflit familial au début, parce que bah, mon beau-père notamment et le grand-père avaient connu le fût passé avec Cuvinox, parce que c'était quand même beaucoup plus simple à travailler.
On était quand même, ben, c'était pas la même époque. Et quand on lui a dit qu'on partait au fût de chêne, bon, c'était pas forcément la bonne nouvelle pour eux, quoi. Mais maintenant, ils en sont contents. Et puis nous aussi. Enfin, c'est vraiment un autre travail. C'est très différent, mais c'est très intéressant, quoi. Puis ça fait des vins. Enfin, on fait d'autres vins. Ok, alors on a parlé de la cuvée Les Bonneaux, donc la cuvée Les Bonneaux, donc le pinot noir travaillé sous bois d'acacia. Mm. Les Bonneaux, ça vient de Bona en gaulois, qui d'ailleurs veut dire mur, fondation. Alors Et les bonos, c'est pas le fût d'acacia, ça va être du fût de chêne, hein, c'est un rosé de saignée en fût de chêne. ah pardon, c'est le pas le c'est le rosé de Séni, excuse-moi. Oui, tout à Ouais. fait. Les carabins, ça va C'est les être, carabins. c'est un nom, c'est pas le vrai nom de la parcelle, c'est un nom qu'historiquement les grands-parents donnaient. Donc après, sur la contre-étiquette, les noms des parcelles sont renotés, mais c'est plutôt des noms, des petits noms qui étaient donnés à un lieu qui n'est pas vraiment le Et vrai nom. c'est marrant parce que les carabins, tu sais ce que ça veut dire? C'est les étudiants en médecine. Alors, alors, ils sont appelés comme ça, on va dire. Mais tu sais d'où vient le terme carabin, le vrai terme, hein, en ancien patois? Non, non. C'est le blé noir. D'accord, Donc, le froment noir qu'on connaissait au XVIe siècle. Et en fait, c'est le sarrasin, le d'accord. fameux sarrasin, donc graminé, voilà. Voilà le Non, vrai on n'avait pas origine, hein. on l'a pas forcément cherché. Donc, en tout cas, nos étudiants en médecine hein, sont amateurs de crêpes bretonnes, visiblement. Ok. Est-ce que tu peux nous présenter ta gamme de champagne, s'il te plaît? Alors, pour le moment, on a deux gammes, en fait. On a une gamme qu'on a appelée la gamme classique, qui est plutôt en cuve, de manière un petit peu traditionnelle. Donc là, on va avoir des dosages en brut, en extra brut, un rosé d'assemblage. On joue avec le vieillissement, les cépages, on a plusieurs cuvées dans cette gamme. Et après, on va avoir toute la gamme authentique où on a un travail sous bois, donc fût de chêne, fût d'acacia et en sélection parcellaire. Donc chaque cuvée va porter le nom de sa parcelle. Donc on a 100% chardonnay élevé. Alors on est bien, en plus on est en élevage et vinification en fût de chêne. Après, on va avoir un rosé de saignée, pareil, élevage, vinification en chaîne aussi, et un blanc de noir et vinifié. Ok. Pour ton rosé d'assemblage, le vin rouge, il provient de pinot noir, un peu de l'Aube ou pas du tout? Non, alors, ça dépend des années, mais Ouais. en général, ça vient aussi de Narbonne. Alors on fait notre vin rouge avec le pinot, et mais souvent, oui, je dirais que ça se fait de Narbonne. Ça dépend de l'année. Ouais. Mhm. Bon, nous avons une petite pensée à tous les vignerons, que ce soit dans l'Aube ou dans la Marne ou dans l'Aisne et ailleurs, hein, puisque en ce moment le gel touche pas mal quand même le vignoble. On sait que la côte de Cézanne est aussi sensible, hein, de même que la côte des Barres de plus en plus sensible. Et on sait qu'il y a eu du dégât quand même, donc on a une petite pensée ce soir comme ça. Et Ouais. on pense à nos vignerons, même en Bourgogne hein, Après, aussi. Ouais. oui, si on en fait avec Dame Nature, enfin, ça c'est vraiment pas le choix, hein. Mais ouais, ça le gel, le dernier gros coup de gelée, enfin, très très important, ça remontait à 2%. Mais là c'est vrai qu'il a gelé ce début de semaine et il va regeler encore dans les jours à venir. Donc on pourra vraiment voir les dégâts Ouais, par, ouais. par semaine. Ok, bon, on va rester sur notre positive. Ouais. J'ai à mes côtés, je suis bien accompagné, hein, doublement accompagné. Déjà, j'ai Florence Marcoux quand même, hein, du Champagne, du Champagne Michel Marcoux, hein, à Barbonne-Fayel. Et puis j'ai une des cuvées authentiques, une des trois cuvées authentiques. Alors, vous avez bien compris je pense qu'il va y avoir d'autres cuvées authentiques qui vont arriver bientôt.
Et Oui, c'est hein, ça. si on a bien entendu. Hein. Et donc, moi, j'ai les macrés en ma possession. Donc, les macrés, c'est pur chardonnay. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît, un petit peu? Alors, les macraies, donc, parcelle les macraies, donc, vraiment donner le nom de la parcelle au vin. 100% chardonnay, vinification et élevage en chêne, et on est dosé en extra brut, hein, de manière à vraiment révéler tous les arômes du vin, quoi. Donc, vinification intégrale sous bois. Donc ça, c'est intéressant, hein, parce que généralement, effectivement, lorsqu'on fait une vinification intégrale, le bois se fond, entre guillemets, bien dans le vin, si on laisse assez longtemps. Alors, les macrés, la toponymie des macrés, donc ça fait un moment que j'ai regardé, hein, parce que j'ai déjà fait déguster cette cuvée-là. Donc les macrés, il y a plusieurs origines, hein, puisque si vous prenez la petite crête, les macrés, donc c'est exposé vraiment plein sud, hein, pratiquement plein sud, un peu sud-est. Donc on est sur le versant sud d'une belle crête de craie, hein, notamment. Alors macré, alors craie, ça fait penser à cra, donc à la craie, mais il y a plusieurs possibilités. Il y a aussi, puisqu'en contrebas, nous sommes sur un creux, hein, dans lequel notamment on a des vecteurs de source, et notamment on a le lieu-dit qui s'appelle les Corriers. Corriers, c'est les noisetiers. Nous avons également le rue de Choiseul. Choiseul, ça fait référence à un moulin à auger, donc un moulin dont la roue comporte ce qu'on appelle des petits cloisonnements, hein. Et donc, visiblement, on a une source en bas. Donc, macré, ça fait penser à macreux, qui fait penser à source. On a encore une autre dénomination possible, qui est maqueré, entre guillemets, qui là fait penser au courtier, à l'entremetteur. Donc, on a trois origines possibles. À toi de choisir laquelle tu veux. On Hein. s'est jamais vraiment posé la question de l'origine des noms sur les cuvées, donc on a vraiment pris soit le petit nom qu'on donnait, soit le nom cadastral, mais on n'a Ouais. jamais vraiment été chercher l'origine du nom. Enfin, voilà, on n'a pas. Bon, moi, je suis passionné par ça, hein, donc j'adore ça. C'est tout l'intérêt de ces lives, c'est qu'on en apprend aussi beaucoup. Alors, je te propose d'ouvrir la bouteille. Donc, j'ai la date, certainement la date de dégorgement. Donc, en contre-étiquette, hein, c'est pas mal, hein. Nous avons le cru, donc le lieu-dit, le cépage, l'âge des vignes, donc en moyenne 30 ans. Mais on a vu qu'on a des vignes qui ont plus de 60 ans. La culture de la vigne, voilà, la récolte manuelle, la vinification à fût de chêne, la fermentation malolactique partielle, donc elle se Mm. fait ou elle se fait pas, hein. Alors, Donc, oui, on a un murage indigène même sur ces oui. cuvées-là. Et donc, c'est vraiment des cuvées où on laisse le vin faire sa vie. Donc, la FML se fait que partiellement. Voilà, on bouscule vraiment pas le vin. Il fait sa vie. Alors moi j'ai en date le 22 juin 2020, donc c'est pas l'appel, hein. C'est certainement la date de dégorgement. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Donc très bien, elle est bien indiquée, hein, c'est intéressant. C'est parti, on fait bien nos petits tours, ouais, nos 6 demi-tours pour écarter la vrille du muselet. Je sais de pas trop faire de bruit, mais quand même, c'est important qu'on soit un peu festif, hein. Alors d'habitude, je le fais vraiment à la sommelière. Là, je vais essayer de laisser partir un petit bruit quand même, parce que on a besoin quand même d'entendre partir un peu le bouchon en ce moment. Je vais le faire quand même de manière élégante, hein, mais voilà. Je, je commence. Oui, oui. Ah, tu dégaines plus vite que moi, hein. C'est l'habitude. Je vois ça, je vois ça. Santé. Voilà, on va faire notre petit ciel doré, hein. Regardez comme c'est beau. Je vais faire le même. Regarde. C'est vrai qu'on Ah, a. c'est magnifique. Ok, bah, est-ce que tu veux commencer la dégustation? On est entre nous, hein. Oui. Alors, donc on peut déjà, alors à l'œil, on peut voir qu'on est sur un vin qui a plutôt une couleur plutôt or,
Bon, je pense que le fût apporte pas mal cette dimension-là. Ouais, tout à fait, hein, effectivement, hein. En plus, on sent qu'on a une belle profondeur de couleur, hein, donc avec un bel éclat, signe de fraîcheur à attendre dans le palais, hein. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, donc on voit qu'on a plutôt une fine bulle. Donc ça, c'est très particulier du chardonnay, donc avec une bulle bien fine, un cordon de bulle qui remonte bien. Et puis bon, après, c'est quand même des cuvées qu'on laisse vieillir plutôt longtemps. On a plutôt tendance à pousser la seconde fermentation. Euh, Ça ferait des bulles encore un peu plus fines. Donc voilà, on est plutôt sur un vin avec une couleur plutôt prononcée et plutôt une finesse de bulle, quoi. Alors, Donc tu sais, on est sur quelle base de récolte là? là, on va être sur la récolte plutôt 2012-2013. D'accord, donc avec toujours pas mal de vins de réserve, je crois, hein. Oui, on met généralement au moins 50% de vin de réserve. D'accord. Qui joue aussi sur la couleur du vin, hein, bien évidemment. Oui, oui, tout à fait. Oui. Puis oui, oui, donc il y a ça, il y a aussi le passage en fût, et puis le vieillissement, bien sûr. Et les vins de réserve, vous remontez jusque combien d'années antérieures? Alors, généralement, on travaille sur 2, 3 ans de vin de réserve. Ouais, On monte pas énormément loin. d'accord. Après, au nez, si tu veux, je te laisse faire le nez, si tu veux, Geoffrey. Comme tu veux. Bon, après, On au voit. nez, on va avoir quelque chose de plutôt sur le fruit, des fruits confits, mirabelle. Enfin, ça, c'est vraiment apporté par le vieillissement. Mais plutôt sur du fruit, plutôt du fruit, ouais, fruit blanc, je dirais. Ouais, ouais. C'est la fois. Bon, déjà, c'est très fin, hein. C'est très distingué comme nez. C'est à la fois précis, c'est franc. C'est-à-dire que les odeurs arrivent avec beaucoup d'éclat et de franchise, hein, avec une belle dichotomie. Moi, j'ai bien ces fruits jaunes, hein. J'ai également ces notes un peu d'amande, de noisette, mais de l'amande un peu légèrement grillée, mais pas complètement torréfiée non plus, hein. Mm, mm. Bah, le côté empyromatique, c'est vrai qu'on l'a vraiment, je pense, par le pu aussi, qui apporte ce côté un petit peu torréfié, un petit peu pain grillé. Ouais, ouais, tout à fait, hein. Léger, mais ça rentre bien dans la forme générale de l'évolution du chardonnay, hein. C'est bien cousu, je trouve. Mais c'était l'intérêt de travailler le fût, c'est que au tout début où on a commencé, on n'a pas travaillé le fût neuf parce que ça marque vraiment beaucoup. On a commencé par aller acheter des fûts en Bourgogne parce qu'ils travaillent les mêmes cépages que les nôtres, donc notamment le chardonnay. Et ça permettait d'avoir un arôme de fût, mais enfin, le fût apportait une Mm. complexité au vin sans avoir un goût de bois vraiment très prononcé. Notre Ouais, c'est idée, c'était ça. pas Mm. d'avoir un goût très boisé, c'était vraiment d'apporter une complexité au vin grâce au fût et l'oxygénation qui se fait, quoi. Ouais, là, on sent un léger toasté, mais c'est vraiment en phase avec le profil du vin, hein. Oui, c'est ça. Il faut savoir qu'en fût, pour la petite anecdote, je ne sais pas si tout le monde est familier avec la vinification, mais il y a ce qu'on appelle la part des anges, c'est-à-dire que quand on stocke du vin en fût, le vin s'évapore, une partie. Ça s'appelle la part des anges. Donc, on est obligé de houiller régulièrement le fût. On remet du vin régulièrement pour que le vin ne soit pas au contact de l'oxygène. Voilà ce qui se passe quand on travaille notamment. Donc le fût travaille et c'est important d'être à l'écoute du fût, hein, justement, pour le suivre. Ouais. Et chaque fût est différent, donc c'est vraiment un vrai travail, hein, c'est vraiment un vrai travail d'être à côté de son vin, comme on l'est à côté de sa vigne, hein. Le fût, ça demande beaucoup de travail, hein. Le vin, c'est très, oui, le fût, c'est un travail vraiment différent, qui est très intéressant aussi, hein. En plus, là, on travaille sur plusieurs essences. Donc, oui, c'est vraiment autre chose. En plus, là, on avait vraiment la volonté de faire des vins très, voilà, qu'on laissait vivre, quoi. Enfin, notamment avec les fermentations malolactiques. Voilà, c'est des vins qu'on n'oublie pas, qu'on travaille, qu'on va boire régulièrement, mais en même temps, on les laisse aller à leur rythme. Voilà, j'en peux plus, je suis obligé de déguster, hein. Donc on pense à celles et ceux qui sont de l'autre côté de l'écran. J'espère que vous avez un verre en main, et notamment du champagne avec vous. Santé à toutes et à tous déjà.
Donc là, on retrouve vraiment qu'on a une attaque en bouche qui est plutôt, euh, excusez-moi. On a une attaque en bouche qui est plutôt ronde, tout en ayant cette finesse du chardonnay. Et on retrouve vraiment le côté fruit blanc, le côté très fruité qu'on avait au nez. Euh, voilà. Et puis en ayant une bulle quand même plutôt discrète, très, très fondue, très agréable. Oui, on arrive rapidement au fond des choses, hein, avec cette craie qui commence à être veloutée, qui va dans le sens de l'évolution du vin. On a quand même l'aspect franchise du calcaire, mais derrière, on a tout de suite ces vannes réserves et ce fût-là qui nous prend dans un velours comme ça. Et je pense que tous les amateurs de chardonnay, qui aiment bien les chardonnays justement qui se posent, qui évoluent, qui gardent quand même une belle fraîcheur, apprécieront ce vin. Moi, j'aime bien cet aspect un peu, enfin complètement même harmonieux. Le vin fait tout en un en fait. Le fût est complètement cousu à la craie, à l'évolution du chardonnay, au vin de réserve. Et on a quelque chose avec une attaque, comme tu le dis, une attaque qui est assez franche mais à la fois gourmande. On reste sur la fraîcheur. Et effectivement, moi, je l'ai mis au frais, mais pas trop frais non plus, justement parce que le bois fait respirer le vin et justement, il faut le faire respirer dans le verre. Et moi, je conseillerais une dégustation à partir de 8-9 degrés, mais avec un optimum à 12-13, hein, parce que ce vin a beaucoup de choses à révéler. Et depuis tout à l'heure, j'ai mis beaucoup de temps à le prendre en bouche parce que j'imaginais déjà les plats que cela me suggérait. Tu vois, ce côté un peu sur les fruits secs, les fruits blancs, l'évolution, le côté légèrement toasté. Je partais à la fois sur des poissons en sauce, je partais sur des tuiles de parmesan un peu affinées, je partais sur des petits risottos crème aux champignons, la volaille bien sûr, euh, le foie gras, enfin foie gras avec des petits concassés de noisettes torréfiées. Enfin, ça invite déjà à pas mal de choses, hein, et on est à la fois sur la volaille, le poisson, le fromage. C'est vraiment une cuvée, je dirais, très aboutie et qui permet justement de générer beaucoup de plaisir de l'apéritif pratiquement au dessert. Hein. Parce qu'en 2 secondes, je vais te sortir un dessert dessus, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais. Hein. Bon, c'est vrai que cette cuvée se prête énormément, bon, déjà à l'apéritif, ça marche très très bien. Ah oui, Euh, c'est. L'idée sur un foie gras, ça marche bien parce que ce côté, malgré tout très léger du chardonnay, absorbe très bien le côté gras du foie et ça se marie vraiment très très bien. Si en plus on rajoute une petite confiture c'est pas une confiture, c'est un petit, non, je sais pas, ce qu'on peut mettre avec le foie gras, zut, une confiture de Bah, figue tu ou peux aller sur la figue, l'oignon, voilà. voilà, une compotée d'oignons, c'est ça que je cherche. Ouais, ouais, bah oui, là, on est dedans. Hein. Même sur les Ouais. pics, ça marche très très bien, même si c'est un petit peu sucré. Mhm. Ensuite, oui, comme tu disais, sur une volaille, même une volaille un peu crémée, Mhm. ça marche vraiment bien. Et le fromage, avec les vins, le champagne et le vin blanc en général, ça fonctionne vraiment divinement bien, quoi. Ça, nous, on le fait beaucoup et c'est dommage parce qu'on marie pas suffisamment le champagne et le vin blanc avec le fromage globalement, alors que ça marche très très bien. Bon, moi, je conseille nos convives hein, qui nous écoutent, hein, et que je remercie encore une fois, de prendre à l'apéritif, de prendre trois comtés affinés, donc un comté 10-12 mois, un comté 18 mois et un comté 24 mois. Vous les coupez en lamelles, en fines lamelles comme ça, et vous vous amusez comme ça à déguster à l'apéritif. Vous allez voir que sur le comté 10-12 mois, on va aller chercher le côté fruits blancs, fruits jaunes un peu du vin. Sur des 12 mois, on va déjà aller chercher le côté salin crayeux du vin. L'enrobage des vins de réserve va commencer un peu à titiller, hein, parce que le vin va devoir aller chercher ce qu'il a de plus puissant et de plus profond en lui. Et puis après, sur les 24 mois, eh bien là, on est sur la fraîcheur, le fût, la salinité, l'évolution. Le vin va se donner complètement. Et de pouvoir participer justement à cette évolution du vin qui va s'adapter en fait à chaque type d'affinage du fromage. Alors vous pouvez le faire avec le comté, le Beaufort, enfin, bon, on peut jouer avec le Saint-Nectaire fermier, enfin, il y a pas mal de choses à faire. Hein. On a même le chaource, qui est un fromage local, champenois en tout cas. Et donc ça marche très très bien aussi. Ah, tout à fait. Hein. Le chaource, mais très bon. Bah oui, non, mais les fromages un peu crémés, hein, de toute façon, on Avec, est dans l'enrobage, hein, donc. avec un champagne, ouais. Ouais. Bon, en tout cas, en tout cas,
ces macrés nous suggèrent une seule chose, hein, c'est buvons-le et prenons du plaisir. Hein. C'est ça. Oui, c'est ce qui me murmure à l'oreille et dans le palais. Hein. Hein. Non, mais en accord mes vins, après, on peut en trouver des tonnes. Enfin, que ce soit, je sais pas, on n'en mange pas tout régulièrement, enfin, même très peu souvent, mais pour ceux qui aiment bien les riz de veau, on mange bien. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Qu'est-ce que j'avais noté? Ah, une blanquette de veau. La Euh, blanquette de veau, oui. Ouais, ouais. de veau, ça va bien. Mais bon, de manière globale, à l'apéritif, même à l'apéritif, avec une planche de charcuterie fine, charcuterie, quelques morceaux de fromage, ça passe très très bien. Oui, puis une fois que le vin s'est bien aéré, Ouais. pensez, le vin commence à montrer ses épices. Hein. Donc n'oubliez pas de rajouter, de mettre à côté de vous un peu de cumin, un peu de curry, quelques petits poivres, pas trop piquants mais aromatiques, pour vivre des petites escapades sensorielles assez intéressantes. Hein. Le vin livre beaucoup de choses, mais avec beaucoup d'élégance. C'est très très fin. Hein. Le fût est complètement fondu. Hein. C'est vraiment un joli travail. Hein. Et moi, ce que j'aime bien dans cette cuvée-là, c'est ça. C'est qu'on a de l'expression, beaucoup de délicatesse, beaucoup de délicatesse. Et on a du plaisir. Le vin se donne finalement avec simplicité. On n'imagine pas le travail derrière de couture du bois avec ce terroir crayeux qui, euh, qui s'exprime hein, et qui nous redonne de la fraîcheur tout le temps, même en rétro-olfaction, c'est lui qui porte les vins de réserve, qui et, et ce fût est complètement intégré bah, dans le sens du vin, du sous-sol. Enfin, pour moi, c'est vraiment une cuvée très aboutie, hein, avec lequel on a un plaisir immédiat, comme un plaisir qui évolue avec la température. Hein. Et puis on a quand même ce dosage en extra brut hein, qui est intéressant aussi, qui permet vraiment de révéler tous les arômes de la cuvée. Et ça, enfin, même pour ceux qui sont pas forcément familiers avec les extra bruts, c'est une cuvée qui est plutôt facile pour commencer à goûter les cuvées faiblement dosées, quoi. Ouais, tout à fait. Hein. Bah, écoute, très bien. Bah, j'espère que nous avons donné autant de plaisir que nous avons eu, que moi j'ai eu personnellement à échanger avec toi et à déguster cette belle cuvée démacrée, Bah, de un peu de même. chardonnay de Barbonne-Fayel. J'ai Venez pas à pu poser Barbonne-Fayel. de questions, je les voyais passer, mais au fur et à mesure, je sais pas si on peut y répondre après ou. Je ne pense pas. Alors moi, je maîtrise légèrement le système. Hein. J'arrive à lancer, à parler, puis après, vaille Bon, que en tout cas, vaille. merci pour ceux qui ont suivi. Et puis n'hésitez pas à le revoir après. Il est encore disponible même après le live. Euh, voilà. Et puis, si vous allez voir le champagne Marcoux à Barbonne-Fayel, voilà, sachez que vous allez quand même avoir une belle visite. Et puis, vous avez de l'espace, vous avez des jolis vins. Venez découvrir. Hein. Allez dans le Cézanne, c'est un joli terroir. Et il y a vraiment des très belles choses à découvrir, hein, Mm, comme cette petite pépite. Hein. c'est ça. Merci de nous l'avoir fait partager, Florence. Je vais te laisser Merci. le mot de la fin. Merci à toutes Mm. celles et ceux qui nous ont écoutés, qui nous ont joints, qui nous ont posé des questions, qui ont participé à cet échange. Moi, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre live des vignerons indépendants de Champagne. Et Florence, bah, je te laisse le mot de la fin si tu le veux bien. Merci à Bah, merci toi. à tous qui étaient là, qui nous ont écoutés. Et puis oui, n'hésitez pas à venir nous voir pour déguster en vrai, pas juste à travers une vidéo. C'est toujours bien mieux quand on en discute en face à face et puis avec les vrais arômes et puis le vin, quoi. Donc on vous attend. Merci bien. Au revoir. Au revoir À à bientôt. toutes. Au Merci. revoir. Au revoir.